Salut, bienvenue à Junior Engineering. Sur cette chaîne, on parle d'ingénierie en mécanique en général et des simulations en particulier. On parle aussi des ramifications liées à l'ingénierie mécanique, surtout la mécanique technique. Et c'est dans cette perspective-là qu'on traitera le premier sujet, qui est celui des forces et des moments en mécanique statique. Donc ici, on a la table des matières. On présentera les sources de forces rencontrées en mécanique statique, non pas de manière exhaustive, mais comme une sorte d'introduction de ce que peut être une telle force en général. On décrira ensuite qu'est-ce qu'une force, on donnera la définition mathématique d'une force et qu'est-ce qu'une force résultante. Après ça, on abordera les moments, qu'est-ce qu'un moment de flexion et un moment de torsion. Ensuite, on parlera des degrés de liberté d'un corps et des différents paliers soutenant ce corps-là, sur ce qui les différencie selon le nombre de degrés de liberté bloqués ou pas. Ces paliers sont flottants, fixes ou sont simplement des joints. À la fin, on fera un récapitulatif. Donc, en mécanique statique, des corps en contact interagissent mutuellement de telle sorte qu'ils sont tous au repos. Donc, sur l'image, on a un cube massif qui est déposé sur une table aussi massive, elle-même soutenue par le sol. Donc, ici, si la table est capable de supporter le poids du cube, et qu'aucun autre acteur extérieur, qui peut bien être une personne ou un vent suffisamment puissant, par exemple, pour bouger la construction, le tout se retrouve au repos. C'est la notion même de la mécanique statique. Maintenant, la cause du repos de la construction, c'est vraiment l'équilibre entre les forces que les différents corps exercent les uns sur les autres, de telle sorte que la résultante qui découle de toutes ces forces-là est nulle. La force résultante, on peut retenir qu'elle est responsable du mouvement ou non de deux corps exerçant des forces l'un sur l'autre. Et quand elle est nulle, tout est au repos. On reviendra là-dessus plus tard. Aussi, on a la loi du axio-réaxio. Ça veut dire que deux corps en interaction statique exercent l'un sur l'autre les mêmes forces, mais avec des sens différents, des sens opposés. C'est la notion la plus simple de l'équilibre entre les forces dont je parlais en entrée. Donc, pour visualiser tout ça, on se servira de l'image à droite. Les forces en rouge s'exercent sur le cube, en vert sur la table et en bleu sur le sol. D'abord, la table est immobile parce qu'elle exerce de par ses pieds les forces Fg1 et Fg2 sur le sol, qui en retour répond avec les mêmes forces, mais dans le sens opposé, les mêmes forces Ft3 et Ft4, mais dans le sens opposé. Le sol lui-même est à la base fixe. Donc ensuite, on a le cube qui est au repos aussi, parce qu'il exerce avec son poids Fc1 une pression T2 sur la table, qui elle-même réagit avec la même force Fc2, mais du sens contraire sur le cube. Comme ça, tout se retrouve en équilibre et au repos. Et si on avait les valeurs de ces forces-là et qu'on les additionnait pour obtenir la résultante, elle serait 0. Maintenant, qu'est-ce qu'une force mathématiquement? Eh bien, la force, de par ses propriétés, a le caractère d'un vecteur. Ça veut dire qu'elle a des composantes, 3 dans l'espace cartésien, une magnitude, donc une valeur scalaire avec pour unité le newton ou kilogramme mètre par seconde carré en système international. Elle a aussi une direction exprimée plutôt par ses angles avec les axes du référentiel cartésien ici, et un sens, la pointe du vecteur. La direction est aussi appelée ligne d'action de la force. La force peut être donc coulisser tout le long de cette ligne d'action-là sans perdre de ses propriétés.
L'image de gauche nous montre les différentes propriétés du vecteur force F avec la direction exprimée par l'angle alpha et la ligne d'action qu'on voit. Et celle de la droite nous montre les composantes de ce vecteur-là, Fx et Fy en deux dimensions ici. Sur la dernière ligne, on a les composants, analytiquement les composants de cette force-là qui sont Fx, Fy et Fz dans l'espace cartésien. On a aussi la magnitude qui n'est rien d'autre que la norme de ce vecteur-là, qui est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Et on a la direction qui est exprimée par les trois angles que le vecteur fait avec les axes du référentiel. Les angles qui sont alpha avec l'axe X, bêta avec l'axe Y et gamma avec l'axe Z. Et comme les vecteurs, on peut faire de l'arithmétique avec les forces, en les additionnant par exemple pour avoir une résultante. Comme déjà dit, dans un système statique, la résultante de toute cette force-là, de ce système est nulle. Ici, on a par exemple les forces F1, F2, F3 qu'on peut coulisser le long de leur ligne d'action et les additionner géométriquement pour obtenir la résultante FR. Dans tel cas, la condition est que les longueurs des flèches doivent bien sûr correspondre aux magnitudes des forces respectives et des vecteurs respectifs. À gauche, on a le calcul analytique de la résultante de ces trois forces-là avec l'addition des composantes dans la direction de X, dans la direction de Y et dans la direction de Z pour obtenir les composantes de la résultante FRX, FRY et FRZ. Maintenant, nous arrivons sur les moments. En premier, un moment de flexion, c'est l'effet d'une force sur un point donné du corps à l'aide d'un levier. C'est le produit de cette force-là et la longueur de ce levier, c'est-à-dire la distance entre ce point et la ligne d'action de la force. Sur le diaporama, le point P est fixé et une force F dans la direction de l'axe Y est appliquée à l'autre extrémité dans le trou. Le levier ici, c'est la distance D entre le point où on veut avoir le moment et la ligne d'action de la force F. Le résultat, c'est le moment M avec sa représentation qui est une action autour de l'axe Z dans le sens mathématique positif ici. Et on reviendra sur ces détails dans une vidéo ultérieure. Et comme la force et la distance dans un référentiel de l'espace 3D ou même dans le plan 2D sont des vecteurs, le moment de flexion devient aussi un vecteur. C'est en fait le produit vectoriel de la distance et de la force, comme on le voit à gauche, avec la distance D et ses composants, la distance comme vecteur D avec ses composants Dx, Dy et Dz, la force avec ses composantes Fx, Fy et Fz, et on a le vecteur moment qui est le produit vectoriel de la force et de la distance. À droite, on voit encore les différentes représentations du moment de flexion avec comme remarque un vecteur ou une flèche à double pointe. À côté du moment de flexion, on a aussi le moment de torsion qui vient comme son nom l'indique de la torsion d'un corps. Donc, lorsqu'un corps se tord, il subit une déformation angulaire le long de son axe de torsion. Le moment de torsion est linéairement proportionnel à cet angle de torsion-là et d'un facteur dépendant de la géométrie et des caractéristiques du matériau. C'est la formule qu'on voit à gauche là avec MT égale à G fois IP divisé par L multiplié par alpha. G, c'est le module de cisaillement, donc une propriété du matériau. IP, le moment quadratique polaire, et L, la longueur de l'axe de torsion. Et l'angle, et alpha, c'est l'angle de torsion à un point donné de l'axe de torsion. Les images à droite montrent tout ça de manière graphique, où on voit un couple de forces F qui va créer
un moment de torsion dans la section A qui est encastré au point P0. L'angle de torsion est 0 au point P0 puisqu'il est encastré et maximal au point P1 qui est libre de toute rotation. Donc, puisque le moment de torsion est proportionnel à l'angle de torsion, il est donc maximal au point P1. Aussi, de par le levier, entre le point d'application de l'une des forces, c'est le même levier ici, et le point P1, on a aussi également un moment de flexion ici. Donc, on a en fait une superposition de forces et de moments dont on parlera peut-être sûrement dans une vidéo ultérieure. Donc, ok, maintenant on va parler d'une notion de base pour les diapos suivants. Un corps dans l'espace 3D, donc libre de tout mouvement, a la possibilité d'effectuer 3 translations dans des directions perpendiculaires différentes et 3 rotations différentes aussi. Donc ces 6 déplacements, 3 translations et 3 rotations sont appelés aussi degrés de liberté. Donc le référentiel en image représente le corps. Donc imaginons un corps qui est attaché à ce référentiel-là. Les 3 translations de ce corps-là sont donc U0, UX, UY et UZ. Ils se font respectivement le long des axes de ce référentiel-là, X, Y, Z. Et les 3 rotations, alpha, bêta et gamma, qui sont représentées par des angles, autour de ces axes respectifs. Donc, en mécanique statique, il s'agit en fait de bloquer certains de ces degrés de liberté afin d'empêcher certains déplacements du corps. Donc, lorsqu'on bloque uniquement un degré de liberté d'un corps, on obtient un palier libre, permettant de supporter le corps avec une force uniquement dans un sens. Donc, la roue, par exemple, est soutenue que par le sol, à travers la force de réaction FRX. La force F est la charge de la roue. À part ce soutien, la roue est théoriquement libre de tout autre déplacement de par ces 5 degrés de liberté restants. Il y a aussi les paliers fixes qui bloquent plus d'un degré de liberté, mais partiellement. Dans l'image, le bloc rectangulaire est encastré. Le palier en question est le point de connexion des 2 corps, le bloc et la tige. Donc ce palier permet à la tige de faire une rotation autour de l'axe Z et l'empêche d'en faire autour des axes X et Y. Il empêche aussi tout déplacement de translation le long des 3 axes du référentiel X, Y, Z. L'empêchement est représenté par les forces FRX, les forces de réaction FRX et FRY. Ici aussi, la force F est la charge du palier qui est provenant de la tige. On a ensuite les paliers fixes qui bloquent tous les degrés de liberté d'un corps, l'empêchant ainsi tout déplacement de translation et de rotation. Ce sont des encastrements en fait. Donc ces paliers-là livrent toutes les forces et tous les moments de réaction équivalents pour figer le corps. Donc on retrouve dans l'image le bras soumis à un moment de flexion des diapos 7 et 8. On voit ici que les forces appliquées au support encastré sont dans toutes les directions. Ce sont les forces FRX, FRY et FRZ. Les moments de flexion, composantes du moment induit par la charge F, sont également dans toutes les directions. Donc on retrouve tous les 6 degrés de liberté de l'espace qui sont bloqués ici. Enfin, on a un type de palier fixe qui supprime les translations et admet uniquement que les rotations. C'est le cas des joints avec les forces du palier représentées ici par F, JX et JY et JZ qu'on ne voit pas dans le plan XZ ici. Donc voilà, les translations sont bloquées et uniquement les rotations sont admises. Donc on arrive à la fin de la présentation. Donc pour récapituler, en mécanique statique, les corps sont au repos.
parce qu'il y a équilibre entre les forces en présence et que la résultante qui devait faire déplacer le corps est zéro. On sait aussi qu'une force est un vecteur. Elle a des composantes, une magnitude, une direction et un sens. On a appris aussi qu'il y a deux types de moments, le moment de flexion et le moment de torsion. Le moment de flexion utilise un levier et le moment de torsion un angle de torsion. On a appris aussi qu'un corps dans l'espace libre de tout mouvement peut faire trois translations et 3 rotations indépendants les uns des autres. On appelle ces 6 mouvements-là des degrés de liberté. On sait aussi qu'un palier libre restreint uniquement un degré de liberté d'un corps. Un palier fixe restreint partiellement ou totalement les degrés de liberté de ce corps-là. Et un joint qui est aussi un palier permet uniquement les rotations et restreint toutes les translations. Sur ce, nous sommes à la fin de la présentation. Merci d'avoir suivi ce cours et abonnez-vous ou activez la cloche de notification si vous êtes intéressé par la mécanique technique pour les prochaines vidéos. À bientôt.